Les grès. Les grès sont des roches sédimentaires, détritiques. Les paysages qui sont dominés par le grès montrent des reliefs assez variés, très différents selon les endroits où on se situe. Donc, par exemple, nous allons partir ici à Fontainebleau, un petit peu au sud de Paris, dans la forêt de Fontainebleau. Vous avez mon bâton de randonnée qui vous donne l'échelle. Donc, on a ici une structure qu'on qualifie souvent en forme de champignon, donc une partie arrondie, plus large que la tige qui la retient au sol. Et au sol, vous devinez qu'on a affaire à du sable, on dirait une plage. Et donc, en fait, le produit d'altération du grès, ça donne ce sable. Donc voilà un premier type de relief qu'on peut observer en champignons qui ont été souvent sculptés par le vent. Ici, nous allons donc à côté de Montpellier, donc on est dans l'Hérault, près du lac du Salagou, la ville de Lodève, donc un très joli paysage, un petit côté martien comme ça, on voit un volcan dans le fond, un lac, et donc à côté de ce lac, toute cette zone-là, c'est du grès. Et donc si on se rapproche, on voit des strates. Donc on voit nettement une stratification hein, avec des strates les unes au-dessus des autres. Donc ça confirme que c'est bien une roche sédimentaire. Quelquefois il y a une alternance dans les strates. On peut avoir du conglomérat qui alterne avec du grès, par exemple. C'est assez courant. Alors, on va s'éloigner un petit peu. Il y a des paysages absolument magnifiques avec le grès. C'est une roche qui est souvent sculptée. Donc ici, on est aux États-Unis. Vous avez Salt Lake City. Ici, on est dans l'Utah. Et donc, au niveau du parc national de Arches, l'arche Delicate Arch, qui est donc l'arche la plus connue de ce parc, et bien justement, c'est quelque chose qui a été sculpté dans du grès. Donc, toute la roche qui la constitue, c'est du grès. Alors là, vous n'avez pas d'échelle. Alors voilà, moi, si j'étais à côté, je serais grande comme ça, là, pas plus. Donc c'est assez monumental, hein. Il faut imaginer quelque chose qui est très grand. Euh, je vous emmène vous balader dans un coin que je trouve absolument magnifique. On va aller à la limite entre l'Utah et l'Arizona, Coyote Buttes, avec ce paysage extraordinaire. Donc vous voyez des stratifications obliques qui n'ont pas le même angle d'obliquité selon la hauteur à laquelle on observe. Donc ça traduit des courants qui ont eu des vitesses qui ont varié au cours du temps, ce qui a permis d'empiler donc des couches de sable avec des angles légèrement différents. Ce sable a été induré, s'est transformé en grès et les différentes impuretés de ce sable, riche alternativement en fer oxydé, ce qui donne ces teintes rouges, ou en fer réduit, ce qui va donner des teintes plus verdâtres, ou encore d'autres éléments, lui donnent ces couleurs absolument magnifiques. Et donc dans ce parc, vous avez la célèbre vague, donc la voici, la vague, qui est superbe et que l'on voit avec ces stratifications magnifiques. Voilà. Donc je voulais vous laisser admirer la vague. On part juste à côté, dans l'Arizona, à Antelope Canyon. Alors pardon, là on est toujours dans la vague. Donc c'est pour vous donner l'échelle. Hein. Vous avez des randonneurs que vous vous rendez mieux compte un petit peu de la taille des structures que l'on voit sculptées par le vent en particulier. Alors toujours une sculpture par le vent, on va aller dans l'Arizona à Antelope Canyon, donc c'est pas très très loin, vous voyez, on fait 3 heures de route à peine et on s'arrête ici. Voilà. Et on est donc dans un canyon. Alors il y a un canyon supérieur, un canyon inférieur. Donc il y a deux parties. La lumière donc arrive par le haut, donc ça donne cet éclairage magnifique. Et donc sur le côté, des grès, là aussi, sculptés par le vent, des stratifications obliques avec des angles différents, du sable au sol. Et on se balade dans ce paysage euh, qui est très exotique finalement. Donc voilà, on se balade dans le canyon. Alors, voir la vague, c'est compliqué. Il y a un tirage au sort tous les jours. Il y a seulement 10 personnes tirées au sort chaque jour. Par contre, Antelope Canyon, ça se visite assez bien. Et il faut simplement, c'est plus facile hors saison. Donc voilà, si on regarde vers le haut, je vous laisse admirer ce paysage. Donc on voit que le grès est marqué par des figures sédimentaires telles que des stratifications qui permettent de reconstituer le sens du courant qui transportait ces particules. Alors, le grès, comme on l'a dit, c'est du sable qui a été induré finalement. Donc, on est dans la même catégorie au sens de la granulométrie, donc des particules qui ont entre 63 micromètres et 2 millimètres de diamètre. Je vous montre ici le morceau de grès qui est dans mon jardin. Donc on va se rapprocher et on va faire un test par rapport à la dureté. Donc voilà.
Alors, est-ce que vous voyez les rayures? Je pense que là, vous les voyez. Voilà, vous voyez que j'ai réussi à rayer, donc c'est du grès siliceux qui raye donc le verre. Donc si on regarde les échantillons, ici on a un grès arcosique et un grès rose qui n'est pas un grès arcosique à droite. Donc dans le grès arcosique, vous avez des litages qui sont observés, qui ont des couleurs différentes. On parle de rubéfaction, en particulier pour les parties qui sont plus rouges. Et les lits qui sont plus clairs sont plus riches en quartz et en feldspath. Donc finalement, c'est une répartition des minéraux particulière là qui lui donne cette couleur. Un grès arcosique, c'est un grès qui est justement riche en feldspath, donc c'est un grès feldspathique en fait. Euh, Ce grès ici, qui est rose plus clair, hein, entre le beige et le rose, a un grain très fin, il est homogène et on ne voit pas bien de litage. Donc c'est pour vous montrer un petit peu les variétés de ce qu'on peut observer. Donc un grès sur l'échelle d'échantillon, il a une couleur qui peut être très variable, du blanc sale, gris clair, rose. Par contre, il a toujours un toucher qui est rugueux. Donc un grès, ça se reconnaît en le tenant en main, hein, il est très rugueux. Et on peut faire le test donc, de la rayure sur le verre, comme vous l'avez vu avant. Les grains qui le composent peuvent être du quartz, du feldspath, mais aussi des micas. On peut même trouver des coquilles quelquefois. Donc ça va renseigner sur la roche-mère qui a été altérée. Donc souvent ce sont des massifs cristallins, des granitoïdes qui ont été altérés. Donc c'est pour ça qu'on a une richesse en quartz et en feldspath qui est importante. Et donc les autres minéraux vont donner éventuellement une couleur au grès, comme le grès des Vosges, hein, qui est un grès rouge qui date du Permien, qui est très typique. La forme et l'usure des grains, donc là il faudrait passer à la loupe, éventuellement au microscope, va renseigner sur les conditions de transport et de sédimentation. Et puis on peut aussi analyser le ciment. Alors si le ciment est très important en volume par rapport au grain, c'est plus facile. On peut faire des tests au verre ou à l'acide pour éventuellement voir s'il est siliceux, carbonaté ou argileux. Sinon il faut passer au microscope. Et donc au microscope, même si vous en avez pas encore l'habitude, on peut reconnaître si la nature du ciment est siliceuse, comme on le voit ici. Donc là on est dans des teintes qu'on qualifie du premier ordre, donc des teintes dans les gris on va dire, par rapport à de la calcite où on aurait quelque chose d'irisé au microscope, ce qui n'est pas le cas ici, ou encore de l'argile où ça paraîtrait comme une espèce de boue marron. Et voilà. Donc là, on a un grès riche en quartz avec un ciment siliceux. Donc on a compris que le grès c'était finalement du sable qui s'était cimenté. Donc on parle de grésification. Le devenir du grès, ça peut être s'il est en surface, eh bien il peut être altéré, l'eau peut éventuellement donc dissoudre un ciment qui serait calcaire ou effectivement aussi dissoudre de la silice et donc on pourrait réobtenir du sable et ce sable peut reformer un grès plus tard. Si ce grès est enfoui lors du métamorphisme, on va obtenir une quartzite. Alors, les gisements et exploitations que l'on a, on a des grès rouges ou arcos utrias dans les Vosges, qui sont très connus en France et qui datent de l'orogenèse varisque, qui ont permis par exemple ici la construction de la cathédrale de Strasbourg, qui a cette teinte rose célèbre. On a les grès oligocènes de Fontainebleau, que je vous ai montré au tout début, qui se sont formés au moment du soulèvement du Massif central. On a des grès éocènes des flysch alpins, qui sont liés à l'orogenèse alpine. Et donc, voilà, on a une grande variété de grès en France. Ces grès sont des matériaux de construction. Vous avez la fontaine Médicis du Jardin du Luxembourg, donc juste à côté du lycée, qui en est un bel exemple, ou qui a été donc entièrement sculpté. Et puis à Paris, eh bien un certain nombre de pavés, comme ici les pavés donc alors c'est pas ceux de l'île de la Cité, mais c'est un autre endroit dans Paris. Donc des pavés qui sont faits en grès et on a toute une variation de couleurs du gris au rose et qui donc sont très couramment utilisés dans la capitale pour les rues.